ajouter en disant qu'il y a panique générale à Kigali. Parce que monter, il en restera toujours quelque chose. Kagame s'est habitué à mentir, à transformer les génocides rwandais, qui n'est pas Tutsi, mais qui est Tutsi et Hutu, en un business, un fonds de commerce communicationnel pour incriminer notamment la France, qui est à genoux aujourd'hui, parce que lui offre tout, nous a même privé d'occuper le poste de secrétaire général de la francophonie, en lui offrant sur un plateau d'or un pays qui n'est même pas francophone. Et tout ça, il s'est victimisé. Maintenant, aujourd'hui, c'est la peau rose. Pendant longtemps, les gens avaient les yeux, mais ils ont refusé de voir. Ils se sont bandés même les yeux. à dessein. À dessein. Les gens avaient les oreilles. Ils ont bougé les oreilles. Ils ont refusé d'entendre les cris de détresse des 10 millions de Congolais qui sont morts pendant 30 ans. Mais aujourd'hui, on veut nous donner la vraie image de Kagame. Ceux qui ont donné une image reluisante de Kagame, aujourd'hui commencent à nous restituer sa vraie image. Est-ce que doit-on comprendre par ces documentaires que le blanc ou les occidentaux commencent à lâcher Kagame? Non, on ne peut pas le dire deux fois. Depuis 30 ans, on n'a jamais vu ça. D'abord, c'est un consortium des médias, et non le moindre. C'est autant de journalistes. Mais entre nous, nous savons comment ça fonctionne. Les gens voyagent à travers le monde, les gens ont eu des moyens pour le faire. Ce n'est pas par hasard, réfléchissons plus loin que ça. Mais ce qui est terrible pour moi, c'est que dans ce documentaire, c'est que Kagame ne s'en cache pas. Il y a des extraits, vous le voyez, réunir de hauts cadres du régime et affirmer que c'est lui qui osera et il va payer. Non seulement il reconnaît les prophètes, mais il menace. Il menace tous les hauts cadres du régime qui sont là à le regarder. Donc celui qui parle ou celui qui bouge, il est mort. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces plateaux spéciaux. 11 pays occidentaux, une cinquantaine de journalistes, des médias internationaux ont produit un documentaire intitulé Rwanda Classify. Il présente une autre image du pays de Paul Kagame. Souvent, ces pays présentent une image reluisante du développement, mais ces journalistes ont présenté justement à travers ces documentaires l'autre facette du gouvernement de Paul Kagame avec des assassinats ciblés à travers l'Afrique, plusieurs pays africains, l'Europe et même les États-Unis. Et pourquoi aujourd'hui la presse internationale s'intéresse justement à la gouvernance de Paul Kagame et pourquoi lever aujourd'hui les pans du voile sur la politique intérieure et même extérieure dans des pays voisins qui agressent la République démocratique du Congo. Il s'agit du Rwanda. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Oscar. Et je vais commencer avec vous. Pourquoi seulement aujourd'hui? Vous savez, ça fait plus de 30 ans que le régime de Kigali sème l'insécurité dans la région. Je dis région parce que la RDC continue à payer le frais. Il y a aussi le Burundi. Et aujourd'hui, la presse internationale, les journalistes internationaux, une cinquantaine de journalistes, ont levé les pans du voile en présentant justement, en produisant ces documentaires sur les assassinats ciblés orchestrés par le Rwanda. Merci Oscar. Il n'y a pas que le documentaire. Il y a des éditoriaux, des reportages fouillés avec des preuves. C'est pour vous dire que Kagame, c'est fini. Et je peux ajouter en disant qu'il y a panique générale à Kigali. Parce que monter, il en restera toujours quelque chose. Kagame s'est habitué à mentir, à transformer les génocides rwandais, qui n'est pas Tutsi, mais qui est Tutsi et Hutu, en un business, un fonds de commerce communicationnel pour incriminer notamment la France, qui est à genoux aujourd'hui, parce que lui offre tout, nous a même privé d'occuper le poste de secrétaire général de la francophonie, en lui offrant sur un plateau d'or un pays
qui n'est même pas francophone. Et tout ça, il s'est victimisé. Maintenant, aujourd'hui, c'est la poteau rose qui a éclaté. Et on constate que les confrères qui suivaient Kigali à distance se sont maintenant intéressés parce que le Kagame est allé au-delà de ce qu'il faisait toujours. Non seulement il pourchassait, il tuait ses adversaires politiques à l'étranger, parce que c'est un dictateur, un sanguinaire extraordinaire. Il a un service de renseignement qu'il corrompt. Et Kagame a maintenant commencé à tuer les journalistes. Et quand on tue des journalistes critiques sur les régimes. Donc tous ceux qui sont là-bas obéissent au doigt et à l'œil. Ils sont au garde à vous. Même pas un regard Kagame, un simple regard de Kagame peut vous coûter la mort. Donc c'est pour vous dire que nous sommes contents et il faut maintenant comptabiliser en plus de ces 50 journalistes, de ces 11 pays dont on parle, et il faut maintenant comptabiliser tous les journalistes de la République démocratique du Congo. Et je commence tout de suite par une recommandation, les documentaires que vous avez diffusés. Je félicite la haute direction de la RTNC pour ce courage-là, diffuser ça. Nous sommes en guerre avec ces pays qui nous pillent. Et là, il faut que le ministre de la Communication et Médias qui nous suit puisse prendre ces documentaires et le diffuser sur tous les médias, dans le prime time. Tous les médias, nous en avons une multitude. Je n'ai pas encore fini, s'il vous plaît. Allez-y rapidement. Une multitude pour que nous puissions matraquer, nous puissions faire voir au monde. Parce que Kagame, quand on parle de la panique générale à Kigali, parce que les Occidentaux qui les soutenaient ont compris que ça n'est trop, lui ont tourné les dos. Et maintenant, il sera traduit en justice. Si pas à la CPI, en tout cas, il finira dans la prison. Voilà, loin de nous de faire la négation du génocide, il y a eu génocide. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, il a dit que c'était le génocide rwandais, non pas le génocide seulement des Tutsis. Il y a eu génocide, mais pas des Tutsis seulement. Professeur José Adolphe Voto, pourquoi seulement aujourd'hui? Il y avait une sorte de mutisme sur ce qui se passe au Rwanda, sur le comportement du régime rwandais. Mais aujourd'hui, les Occidentaux ont levé un pan du voile pour décrier ces assassinats ciblés des acteurs politiques opposants au régime rwandais, même tous journalistes critiques. Quand vous émettez des critiques sur le régime, rassurez-vous qu'il y a des escadrons de la mort derrière vous. D'après vous, pourquoi seulement aujourd'hui ces pans du voile élevés? Il y a les temps et l'occasion. L'occasion, sinon, je ne peux pas de l'occasion, sinon ce qui a déclenché, c'est la mort de ce journaliste rwandais, William Twali. Voilà. Et comme disait mon confrère tout à l'heure, tu sais qu'il dit, l'a toujours dit, et personne ne croyait. Il a monté les tons, même si beaucoup de politiques congolais se taisaient, à part le président de la République et son porte-parole Mouyaya. Mais je crois que maintenant, il est temps que le Congolais puisse hausser les tons. Kagame est affaibli. Le temps, c'est que la communauté internationale s'est rendue compte que c'en est trop. C'en est trop. Et donc, il faut ici, nous sommes tous journalistes sur ce plateau, il faut se considérer que la plupart des médias internationaux, contrairement à ce qu'on pense, ce sont des bras de ces pays-là qui investissent des millions de dollars dans ces médias. Et donc ici, ce n'est pas n'importe quel média. Et regardez les castings. En Belgique, c'est Le Soir qui prend part à cette enquête. En France, c'est Le Monde. En Allemagne, c'est Der Spiegel. Même France 24 est entré dans le jeu. Et en Grande-Bretagne, c'est The Guardian. Il y a même des médias israéliens. Donc ce sont des grands médias internationaux. De grands médias internationaux, près d'une vingtaine, qui se sont sélectionnés et qui ont dit non, cette fois-ci, on doit mettre fin à ça. Imaginez tous les silences qu'il y a eu pendant près de 30 ans. Les médias congolais ont parlé. Nous avons crié, mais nos voix ne portaient pas plus loin. Autant que voilà, on considérait que voilà, c'était Congolais qui manipulent et tout. Et comme Kagame avait tellement investi, parce que son modus operandi, c'est la corruption, il avait tellement investi, corrompu beaucoup de médias qui se taisaient.
Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a une fin à tout. Nous qui avons vécu la fin de Mobutu, il y a quelque chose de ressemblant. Nous pensons que les Occidentaux, qui, par mercantilisme, ont voulu utiliser Kagame comme sous-traitant dans le pillage économique du Congo, se sont rendus compte que Kagame est allé au-delà pour régler ses problèmes personnels, avec non seulement au niveau pour garder son régime, mais aussi avec les voisins congolais. Et aujourd'hui, c'est un régime incomparable au XXIe siècle. Professeur, on va y revenir. Nous sommes en train de décortiquer justement, de réfléchir à haute voix. Pourquoi seulement aujourd'hui, les médias internationaux s'intéressent à ce qui se passe exactement au-delà de l'image reluisante que présente Kagame. Vous savez, il est dans les grandes publicités au niveau du monde, visite Rwanda, beaucoup d'histoires. Mais aujourd'hui, on présente une autre face du Rwanda, notamment du régime Kagame. Moïse Moussangana, pourquoi aujourd'hui ces changements de paradigme? Oscar, pour répondre à votre question, je me transporte dans la Bible, plus précisément dans l'évangile de Matthieu. Qu'est-ce qu'on dit là-dedans? Juste un bref passage. Les aveugles recouvrent la vue et les sourds commencent à entendre. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que pendant longtemps, les gens avaient les yeux, mais ils ont refusé de voir. Ils se sont bandés même les yeux. À dessein. À dessein. Les gens avaient les oreilles, ils ont bougé les oreilles. Ils ont refusé d'entendre les cris de détresse des 10 millions de Congolais qui sont morts pendant 30 ans. Comme a dit Jérôme Sekana, trop, c'est trop. Mentez, mentez, il en restera toujours un. Et on est maintenant à ce stade-là. Je crois qu'on a couvert Kagame, on a couvert ses crimes. Mais aujourd'hui, on veut nous donner la vraie image de Kagame. Ceux qui ont donné une image reluisante de Kagame, aujourd'hui commencent à nous restituer sa vraie image. Il y a un journaliste, reporter américain qui avait déjà écrit en 2014. Il s'appelle Agent Sandarm. Je ne connais pas le français, je ne sais pas bien, il est l'anglais. Qu'il m'excuse parce que j'ai écorché son nom. Mais il avait écrit un article très intéressant, déjà en 2014, du Darling Tyran. Donc, il a parlé d'un tyran. Il a dit quoi? D'entrée de jeu, il dit, si vous voulez savoir ce qu'est Kagame, ce n'est pas seulement un dictateur responsable des violations des droits de l'homme, mais c'est aussi quelqu'un qui a des amis. Voilà, ce sont les amis de Kagame qui lui ont donné une veste qui n'était pas la sienne. Donc vous avez, mais oui, vous avez par exemple... C'est quoi cette métaphore, une veste qui n'est pas la sienne? Oui, vous avez par exemple le président Clinton, oui, qui est son conseiller. Vous voulez parler des éloges justement de Clinton vis-à-vis de Kagame et son régime? Il a dit de Kagame que c'était le plus grand dirigeant du monde, un des plus grands dirigeants du monde. Vous avez Tony Blair à l'époque qui a dit que Kagame était un visionnaire. Son conseiller aussi. Vous avez Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, qui a même dit qu'il était temps que les pays africains commencent à imiter ce que fait le président Kagame. Et aujourd'hui, c'est une autre image qui est en train d'être présentée. Oui. Il y a Bill Gates qui était en étroite collaboration avec Kagame. Quand on prend seulement ces 4 dirigeants et ces multimilliardaires, vous comprenez comment Kagame était soigné aux petits oignons. Et c'est pourquoi j'ai dit, on lui a donné une veste qui n'était pas la sienne, parce qu'aujourd'hui, on commence à lui enlever cette veste pour montrer, faire porter maintenant un polo. Oui, pour montrer Kagame dans sa image. Voilà, Moïse Moussangana, je voulais vous retenir parce que ce que vous dites vraiment est très intéressant. Je voudrais savoir si, au regard de tout ce que vous avez avancé comme argument, est-ce qu'aujourd'hui c'est le début de la fin d'une épopée, d'après vous? C'est le début de la fin. Je vais encore utiliser une autre métaphore. Vous savez, quand vous prenez une lame d'acier
Le micro, oui. Si vous prenez une lame d'acier, vous avez même un couteau ou une tige d'acier. Quand vous donnez un coup une fois, ça ne laisse pas de rayures. Il faut taper. Ça va rayer et puis il y aura même une entaille. Je crois qu'on a maintenant entaillé l'acier qui était Kagame. On est en train maintenant de l'entailler. Et pour cela, il a fallu que des gens sortent, les gens dénoncent. Il faut jeter des fleurs au gouvernement congolais, plus précisément au président de la République. On va parler justement de la diplomatie, on va y arriver, Moïse Moussangana, mais je prends d'abord Jérôme Sekana. C'est la fin d'une épopée. Et si vous pensez que les Occidentaux commencent à lâcher Kagame, du fait un peu de cette mégalomanie, ils s'intéressent un peu à la politique intérieure des pays occidentaux, notamment de la Belgique. La Belgique à qui l'on veut confier justement la présidence au niveau de la région de Grand Lac, avoir un envoyé spécial dans la région de Grand Lac. Mais Kagame s'oppose, un pays africain qui s'oppose à la Belgique, qui dit niet, nous n'avons pas besoin de cet homme-là. Et vous ne voyez pas que c'est une des mesures. On vient de refuser aussi son ambassadeur en Belgique. Bon, écoute, lorsque j'étais à l'école primaire, Mobutu faisait de très beaux discours. Et quelque part dans ses discours, il disait « Un fruit ne tombe que quand il est mûr. Mais devant l'ouragan et la tempête de l'histoire, mûr ou pas mûr, il tombe quand même. » Vous vous souvenez encore de ces discours de Mobutu? C'est ce qui est en train de se passer avec Kagame. Vous savez, Kagame aujourd'hui, le front qu'il a dénudé, c'est le front de la diplomatie de la République démocratique du Congo. Et là, je couvre de fleurs le président de la République et le gouvernement de mon pays. Sur ce plateau, je vous avais dit qu'au jour d'aujourd'hui, chaque ministre qui s'exprime, même s'il va parler, je ne sais pas moi, d'un thème qui n'a rien à voir avec la sécurité, le Rwanda va s'inviter dans son discours. Et ça a marché. Et c'est ce qui se passe maintenant. C'est ce qui se passe maintenant. Mais il y a aussi le front intérieur. Il y a une opposition à l'intérieur du Rwanda qui ne dit pas encore son nom parce qu'il y a même des officiers, ils sont en train de nous suivre, qui viennent de quitter et qui sont à Ouganda, à Kampala, qui ont échappé à la mort et qui ne sont pas d'accord avec Kagame. Et là, vous avez des preuves. Et là, qu'est-ce qu'ils avancent comme argument? Allez-y, oui. Qu'est-ce qu'ils avancent comme argument? Il y a trop de morts pour une guerre qui ne nous concerne pas. Pendant que Kagame dit à la face du monde, c'est le problème, le M23, ce sont des Congolais, mais chaque jour il envoie des armes, chaque jour il envoie les munitions et tout ça, et chaque jour des véhicules pleins de cadavres, des unités spéciales, hein, traversent la frontière pour enterrer à Kigali. De l'armée rwandaise, avec comme RDF. instruction, ne pleurez pas. Et ça, c'en est trop. Il y a aussi le front extérieur à Kagame. On sent l'agitation maintenant aujourd'hui. Des gens disent, on en a marre. Parce que Kagame, nous tous, nous sommes des Africains, personne ne peut souhaiter la mort de quelqu'un, mais il est en train de préparer très mal l'avenir de son pays. Parce que quand il ne sera pas là, ce qu'il a fait aujourd'hui au Congolais, ça risque d'avoir des répercussions très graves, notamment aux Tutsis. Les profs, Naïwel nous l'avait dit sur ce plateau. Si c'était les Hutus qui étaient chassés, plutôt au génocide, si c'était les Hutus qui étaient pourchassés jusqu'en RDC, eh bien l'histoire, si elle s'est répétée, ça ne sera plus les Hutus, ça sera peut-être les Tutsis. Et c'est qu'on ne veut pas souhaiter. C'est ce qu'on ne veut pas. Nous, un voisin, on ne les choisit pas. Un voisin, c'est un frère. Parce que vous pouvez faire des échanges, vous vous mariez, c'est comme ça. Mais lorsqu'un voisin lève l'option de vous tuer systématiquement, mais il sème la haine en vous. Mais les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit que le problème, ce ne sont pas les Rwandais, c'est plutôt le régime de Kigali. Oui, nous n'avons pas de problème avec des Rwandais. Mais le grand problème, c'est que le Kagame a noyauté l'élite. Donc, il a tellement, avec la rapine, le fruit de la rapine de la République démocratique du Congo, il a corrompu jusqu'aux Nations Unies, jusqu'à l'Union européenne. Moïse nous a cité certaines... Mais ça c'est quand même très fort comme allégation. Mais c'est connu. Dites-moi, tous les pays ont condamné, mais aucun pays n'a sanctionné. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais réfléchissons, soyons sérieux. Oh, nous condamnons
l'agression, nous condamnons ceci, cela, le Rwanda doit arrêter. Mais qu'est-ce qui empêche les Occidentaux, commençons par l'Union européenne, qu'est-ce qui empêche les Nations Unies, les conseils de sécurité, de prendre des résolutions pour sanctionner Kagame comme on a sanctionné Poutine? Mais il y a quand même Ça n'a pas de sens. des reconnaissances. Je vais prendre le professeur José Adolphe Voto. C'est vrai, jusque-là, il n'y a pas de sanctions, mais une reconnaissance au niveau des Nations Unies qui ont reconnu plutôt que le Rwanda est derrière le M23. Le M23 bénéficie du soutien du Rwanda, et pas plus tard que lors de la récente visite d'État du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président Emmanuel Macron, le président français, a demandé au Rwanda d'arrêter tout soutien au M23. Est-ce que c'est la fin d'une aventure, passez-moi l'expression, ou c'est les succès de la diplomatie agissante du président de la République? Non, lorsque nous disons que c'est le début de la fin c'est un processus. Ici, c'est pas tac. Kagame a commencé son déclin, il finira par partir. Aujourd'hui ou demain, il partira. Maintenant, c'est à nous, les Congolais, qui sont les premières victimes de ces régimes, de continuer à matraquer, à répéter le discours. Jusque-là, j'ai cru que le discours du gouvernement congolais ne traduisait pas la réalité qui est traduite par les médias occidentaux aujourd'hui. Le gouvernement congolais parle du M23 comme un groupe terroriste. Mais ce groupe terroriste est entretenu par les régimes de Kigali. Mais quand on parle du régime de Kigali, c'est comme c'est un régime normal et les rebelles sont des terroristes. Non, le régime de Kigali, c'était un régime terroriste. C'est ça. Ce qui transparaît à travers ce documentaire, à travers toutes ces publications. Regardez, comment Kagame s'installe à Kigali le 6 avril 1994. C'est pas un acte terroriste. Il y a un avion du président Habyarimana qui a été abattu. C'était un attentat terroriste. Et on n'en parle pas trop. Hein? Et pendant tout ce temps, les médias internationaux ont fermé les yeux sur ça. Le juge Bruguière a commencé des enquêtes. Et pour lui, c'était Kagame le responsable. Il y a eu même un ancien soldat rwandais qui a témoigné que j'étais là. Un certain Abdoul qui dit que j'étais là, je vu, et que c'est l'APR qui a battu cet avion. Et pendant 30 ans, on a effacé ça. Et je crois qu'aujourd'hui, cette publication de médias internationaux ne doit être que le début des déballages et qu'on doit remonter dans le temps. On ne peut pas laisser Kagame continuer comme ça. Il doit répondre de ses forfaits avant de partir. Donc je crois que le travail ne fait que commencer. Le travail que nous avons fait dans ce pays, nous devons continuer à le faire davantage. Et maintenant que les confrères internationaux commencent à s'intéresser à Kagame, je crois qu'on doit creuser et sortir sur la place publique tout ce qu'il a fait. Est-ce que doit-on, avant peut-être de prendre un extrait de ces documentaires réalisés par nos confrères des médias internationaux, c'est un documentaire sur les assassinats ciblés, perpétrés par le régime de Kigali en dehors de ses frontières, en Afrique du Sud. Il y a eu même des menaces des opposants au régime. Je fais allusion ici au général Kayumba, qui a reçu des menaces de mort. Il a échappé à plusieurs reprises, nous allons le voir sur les images, des tentatives d'assassinat. Il y a même des Rwandais, même des journalistes critiques, des journalistes étrangers qui ont été assassinés parce qu'ils ont émis un avis contraire à celui du régime de Kigali. Professeur, est-ce que doit-on comprendre par ces documentaires que le blanc ou les occidentaux commencent à lâcher Kagame? Non, on ne peut pas le dire deux fois. Depuis 30 ans, on n'a jamais vu ça. D'abord, c'est un consortium des médias, et non le moindre. C'est autant de journalistes. Mais entre nous, nous savons comment ça fonctionne. Les gens voyagent à travers le monde. Les gens ont eu des moyens pour le faire. Ce n'est pas par hasard. Réfléchissons plus loin que ça. Mais ce qui est terrible pour moi, c'est que dans ce documentaire, c'est que Kagame ne s'en cache pas. Il y a des extraits, vous le voyez, réunir de hauts cadres du régime et affirmer que c'est lui qui osera et il va payer. Non seulement il reconnaît les prophètes, mais il menace. Il menace tous les hauts cadres du régime qui sont là à le regarder. Donc celui qui parle ou celui qui bouge, il est mort.
Et il a dit, nous allons prendre cet extrait-là, mais avant de prendre justement l'extrait, Jérôme Sekana a Oui, mais ajouté... les gens se posent la question, pourquoi les consortiums des journalistes internationaux? C'est parce que les journalistes ont compris que lorsque vous vous attaquez seul à Kagame, vous devenez la cible. Donc il va mettre tous les moyens pour vous abattre. C'est ce qu'il a fait. Il va vous pourchasser partout. Maintenant, lorsque vous êtes nombreux, Kagame ne sait plus par où commencer. Voilà pourquoi nous devons dupliquer et il ne saura plus. Parce qu'il a des émissaires partout, ici, à Kinshasa. Ces antennes qui parlent avec lui chaque jour, matin, midi, soir. À Kinshasa. Ici, à Kinshasa. Et qui sont complices. Nous allons peut-être entrer en profondeur, on ne citera pas les noms des gens, mais c'est ça le modus operandi des Kagame. Mais il faut les dénoncer, si on les connaît, il faut les dénoncer, justement, des Jérôme gens, Sekana. quand ils suivent quelqu'un, ah, c'est toi qui fais ça, on prend la photo. Vous savez que je voudrais vous féliciter en direct, l'émission 30 ans, ça suffit. Ça fait tabac, ça fait très mal à Kigali. Et nous sommes sur le même plateau. Nous sommes justement. fichés. Ça, on s'en fout éperdument. Alors, et il y a même des quidam là-bas, je ne sais pas moi, des pantins, des Kagame qui relayent des critiques et qui commencent à tirer à boulet rouge. Est-ce que c'est ce qui arrive aujourd'hui aux Congolais, si c'était arrivé au Rwanda, est-ce qu'on allait parler le même langage aujourd'hui? Non. Donc nous parlons de notre pays. Nous n'avons que ce pays ici. Nous ne serons jamais des Rwandais. Dieu a voulu que nous puissions naître dans ces pays. Nous mourrons Congolais. Et on ne peut pas accepter que des gens qui n'ont rien chez eux puissent venir continuer perpétuellement à nous voler. Non, on ne peut pas. Et on ne doit pas se taire. Moïse Moussangana. Je crois qu'il faut aller au-delà des journalistes. Parce que derrière les journalistes, il y a les États dont proviennent ces journalistes. Et pour soutenir ce que je dis, je cite un média français, Marianne, qui dit que pendant tout ce temps, journaliste média. c'est un média, Oui. qui dit que pendant tout ce temps, nous on a toujours parlé, mais on a été toujours étouffés par les grands médias, par leur puissance et consorts. Et qu'est-ce que Marianne dit? Marianne dit que il y a même les services d'investigation de RFI qui étaient enclins à pouvoir établir la responsabilité de la France dans le génocide rwandais, plutôt qu'ils pouvaient le faire pour Kagame lui-même dans ce génocide. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire? Ouais. Donc, quand le RFI, c'est un média d'État, mais vous avez un média d'État qui s'interdit de faire des investigations sur ce génocide-là. Par contre, ces médias-là clouent son gouvernement, poussent son gouvernement à reconnaître sa responsabilité. Donc, vous devez comprendre jusqu'où était le complot. Il était très loin. Et aujourd'hui, c'est la fin justement de ces complots. Donc, ça voudrait dire, nous sommes tous des journalistes. Nous savons bien que qu'est-ce que ça représente, les médias, les agences de presse pour le pays. Même les services de renseignement. Les services de renseignement belges est sorti de son silence. Donc ça voudrait dire que, au-delà de ces journalistes, ce sont leurs États qui commencent à sortir. C'est ce que le professeur José Adolphe Voto a dit tantôt. Derrière ces grands médias, se cachent toutes ces grandes puissances internationales. En réalité, avoir les documentaires qui a été diffusés sur plusieurs chaînes internationales, France 24, TV5 Monde, RTBF, plusieurs médias internationaux, on sent qu'il y a des puissances qui sont visiblement fatiguées du régime de Kagame. Nous allons prendre justement cet extrait de ces documentaires réalisés par les collectifs des journalistes regroupés au sein de Forbidden Stories, donc des histoires oubliées, n'est-ce pas, oubliées à dessein, qui ont voulu présenter l'autre face du Rwanda, et nous nous retrouvons après. José Adolphe Voto, des sujets rwandais, même des étrangers, trop critiques vis-à-vis du régime de Kigali, sont victimes d'une oppression menée par le régime de Kigali. Certains en ont payé les frais, ils sont morts en exil, dans les pays d'exil, et ceux-là qui sont confiés au micro des enquêteurs, des journalistes qui ont mené cette enquête, ont préféré parler soit dans l'anonymat, ou soit ne pas dévoiler les lieux
où ils ont fait leur déposition, leur témoignage. C'est pour dire que les choses ont commencé à changer petit à petit. Est-ce qu'il y aura un relais au niveau local? Parce que ce qui est vrai, au Congo, c'est la peur. Les gens ne savent pas trop s'engager. Ils préfèrent parler en cachette, mais s'afficher comme ça, c'est très compliqué. Oui, vous avez vu, c'est vrai qu'il y en a qui ont voulu se prononcer en cachette ou tourner le dos, mais il y en a qui se sont prononcés à visage ouvert, sans avoir peur, et qui assument leurs propos. C'est pour dire que la peur de Kagame, c'est hier. Les gens n'ont plus peur de Kagame. Hier, les gens n'allaient pas s'afficher clairement pour assumer leurs propos. Et donc, Kagame est diminué. D'abord, le fait seulement qu'on en parle, comme nous en parlons en public, ça a des effets sur l'opinion, surtout sur l'opinion rwandaise, qui est prise en otage, qui a peur, sur le haut cadre rwandais, qui ont peur. Et je crois que quelque chose est en train de se passer, et il faut continuer sur cet élan-là, dénoncer. Je veux dire ici, puisque vous parlez des Congolais, je crois que les Congolais doivent sortir de la peur, surtout les dirigeants congolais. Nous avons l'impression que sur ce front-là... Il n'y a pas une certaine appropriation du discours du chef de l'État. Sur ce front-là, il y avait que le président de la République qui disait, qui nommait les mâles par son nom. Il y avait que le porte-parole Mouyaya. Mais la plupart des dirigeants congolais se sont tués pendant toutes ces années. Pourquoi? Parce que jusqu'à l'avènement... Ils ont peur de la mort? Non, la mort, oui, mais aussi, mais jusqu'à l'avènement de Tshisekedi, ça c'est un secret de polichinelle, il savait que les nominations étaient coachées à partir de Kigali. Donc si moi je condamne Kagame, je condamne Kigali, je risque de me mettre en mauvaise position, je ne serai pas dans le gouvernement. C'est mettre en porte-à-faux, je n'aurai pas droit au chapitre. En danger. Non, Kagame ne va pas tuer tous les Congolais. Il ne va pas tuer tous les Congolais, c'est notre pays. Nous devons nous assumer. Et qu'est-ce qui nous reste encore, si ce n'est que ce pays? Nous devons, chez nous, à Kinshasa, on dit « Omoni Ndoki Belela ». Nous devons le dire. Et c'est à force de le dire que là, le monde va nous attendre et va s'interroger, que c'est dire que trop, c'est trop. Moïse Moussangana, 30 ans de guerre, d'instabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo, ça suffit, trop, c'est trop. Et justement, je voudrais qu'on parle un peu de cette ingérence dans la politique intérieure des États, même extérieure, parce que l'ombre de Kagame commence à planer partout, même à l'Union européenne. Les choses ont beaucoup bougé. Hein. Bon, il faut dire que Kagame est généralement diabolique, ça il faut le dire. C'est un malin. C'est un malin. C'est-à-dire qu'on lui a donné la main par ses amis occidentaux. Il a pris peut-être l'avant-bras, peut-être s'il n'a pas pris tous les bras. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de largesses qui ont été données à Kagame. Il en a profité pour se solidifier. Donc, pour solidifier ses positions et se positionner. Par exemple, Kagame a profité de tout ce qu'il a eu, tous les financements qu'il a pour son armée, pour faire de son armée aujourd'hui le troisième contributeur en termes de soldats de la paix de l'ONU. Ce qui veut dire que, malgré tout ce que l'ONU est en train de dire, Kagame, en coulisses, il vous dit, mais écoutez, si vous ne voulez plus de moi, j'enlève mes soldats en Centrafrique, j'enlève mes soldats au Mozambique. Je peux aussi, pour protéger les intérêts des... Vous, les Européens, si vous ne me donnez pas l'argent, sinon j'enlève mes soldats au Mozambique, comme tout le monde est en train de courir derrière les gaz, derrière le pétrole, et on le finance. Donc voilà. Donc c'est un malin qui a profité des largesses qui ont été données, qui ont été offertes pour pouvoir s'imposer. C'est ainsi qu'il s'impose, et il s'ingère. Et tout en... J'ai dit ici, quand Bill Clinton, un grand président du monde, parce que c'est le président américain, il vous dit Kagame, c'est un des plus grands dirigeants du monde.
Tony Blair vous dit c'est un visionnaire. Ban Ki-moon vous dit il faut que les États africains commencent à faire comme Kagame. Donc voilà. Donc ce type-là, on lui a taillé une veste qui n'était pas de sa taille, justement de sa mesure. À sa dimension, et que parce que est-ce que quelque part là, parce qu'on ne sait pas aussi, Kagame c'est quelqu'un qui est aussi utilisé. J'ai suivi, je prends l'expression de notre confrère. Il faut approcher les micros, oui. De notre confrère Nikez, qui dit que le Rwanda Nikez Kibelbel, qui est journaliste basé à Goma. Il dit que le Rwanda c'est un État client. Ça veut dire que le Rwanda remplit ou exécute les cahiers des charges. Et le professeur Mbata considère le Rwanda comme état voyou. Alors, il appelle ça rogue state. On va y revenir, Moussa Ngana. On l'a utilisé comme on a utilisé Mobutu autrefois, qui était le sous-traitant deux Américains, deux Occidentaux dans cet espace. Et quand ils se fatigueront de lui, comme c'est le cas maintenant. Ils ont commencé à se fatiguer de lui. Et quand tu vois, la propension est maintenant d'approcher Ruto, le Kenyan. Bon, vous savez, Jérôme Sekana. Il faut retenir une chose. Les mythes Kagame est en train de s'écrouler à vue d'œil, comme un château de cartes. Et l'écroulement est plus rapide qu'on ne le pensait. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le Congo d'hier n'est plus le Congo d'aujourd'hui. Avec Fachi aux commandes, avec de jeunes, les professeurs, tous ceux qui passent dans cette émission, 30 ans ça suffit. Et le problème ici, c'est cette peur-là, les stéréotypes-là qui nous collent à la peau, où les gens pensent que quand on parle de Kagame, c'est fini, on touche à la barbe, je ne sais pas moi de quel seigneur. Non. Ce monsieur nous a causé trop de tort, du mal. Il y a le sang de nos frères et sœurs qui crient vengeance. Tout un fleuve du sang continue à couler. Jusqu'à quand nous allons continuer à ménager ces messieurs? Maintenant qu'il y a une opportunité en or, oui. Les médias internationaux sont en train de nous offrir Kagame sur un plateau d'or. Nous devons saisir la balle au bon et je voudrais que tous les médias puissent s'impliquer. Comme ça, nous allons mettre à mal. Ça, c'est une recommandation. Quelle est l'impulsion qui doit être insufflée à l'interne? Quelle est la dynamique, je voulais dire, qui doit être insufflée à l'interne pour l'appropriation justement de cette lutte? Parce que nous avons l'impression que la communauté internationale commence à écouter la voix des Congolais, commence à écouter ce qui a toujours été décrié depuis plusieurs décennies. Et aujourd'hui, la raison a trouvé son camp. Non, mais chacun doit faire, chaque Congolais, là où il est, doit faire ce qu'il doit faire. Les médias doivent continuer à faire ce que nous faisons là. Et dans tous les médias, que ce soit les médias publics ou les médias privés, les politiques doivent faire ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils en ont l'occasion, surtout sur le plan international, de rappeler que le régime de Kigali, c'est un régime terroriste qui peut envoyer des bombes dans des camps de réfugiés. Mais c'est terroriste, ça. C'est grave. Et cela est reconnu par les États-Unis que c'est la bombe qui est tombée dans le camp à Magouga, c'est venu du Rwanda. Et donc, nous devons matraquer sur ça, relayer ça. Et comme aujourd'hui, parce que hier, notre voix ne portait pas plus loin, aujourd'hui, nous devons, c'est pas un secret, nous devons alimenter les médias internationaux avec toutes les preuves. Là, il faut mettre le moyen, il faut mettre les paquets. Hein, mais bien sûr, ici, il s'agit du pays, si de on est notre à pays. travers le monde, dans les nous médias, ça demande de l'argent. Les ONG congolaises des droits de l'homme qui ont des informations, qui ont des preuves, nous devons ramener tout ça sur la place publique pour dire que cet homme-là, il est un danger pour le monde. Moïse, oui, bon, vous avez suivi l'argumentaire du professeur Joseph Voto. Nous devons nous approprier les jeunes, les politiques, comme le faisons maintenant sur ce plateau. Les Congolais devront s'approprier, n'est-ce pas, de ces discours de mobilisation, de cet appel à la mobilisation du chef de l'État. C'est notre pays qui est appelé à un avenir radieux. Et vous savez que nous devons le faire parce que, comme on l'a dit autrefois par France Fanon, que l'Afrique avait la forme d'un revolver dont la gâchette était en République démocratique du Congo. Nous devons réaliser, nous devons devenir cette gâchette-là. Nous devons le devenir.
Parce que nous avons une vocation, pas seulement africaine, mais nous avons une vocation internationale. Nous devons savoir emprunter des voies de puissance. Mais pour cela, qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'il y a des obstacles pour emprunter cette voie de puissance. Donc nous devons faire tout pour faire disparaître ces obstacles, en commençant d'abord à faire tout pour mettre fin à ces génocides congolais qui continuent depuis 30 ans. Ça, il faut qu'on le fasse. Donc, il ne faut même pas qu'on nous paye pour ça. Nous devons le faire parce que nous devons être patriotes. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est un devoir pour chacun de nous. Parce qu'il ne faut pas demander au pays ce que le pays a fait pour toi ou veut faire pour toi. Mais qu'est-ce que moi, je fais pour le pays et qu'est-ce que je peux faire pour le pays. Donc, c'est un devoir à nous tous. C'est une obligation. Au-delà de la volonté, il faut aussi les moyens, Jérôme. Vous savez, Kagame, chaque fois quand il parle, il dit qu'il contrôle tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Du sommet à la base. Il l'a dit. Et ce qu'il oublie avec ces services qui nous suivent, c'est que nous aussi, nous savons ce qui s'est passé chez lui. Maintenant, les choses ont changé. Il faudra peut-être lire mon édito « Panique générale à Kigali ». La promesse du président de la République, la promesse électorale, fait bouger les lignes là-bas. Quand il avait promis qu'il allait saisir le Parlement. Le Parlement est en train, le bureau définitif est là, le Sénat avoir une va autorisation arriver, d'aller attaquer. Et je vais attaquer vous donner les une Rwandais. anecdote. Il y a 2 mois exactement, ceux qui sont à Kigali sont en train de nous suivre. Un dépôt de gaz a explosé À Kigali. pendant la nuit. C'était la panique générale. Les gens ont commencé à fuir avec des bagages en tête, disant que les Congolais sont arrivés. Donc ils s'attendent. Vous savez, la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est authentique. On est en train de nous suivre à Kigali. Kagame que vous voyez là, il est trop peur. Il a très peur. Il ne dort jamais dans une maison 2 fois. Donc il est en train de passer la nuit parfois dans des maisons inachevées, dans des chantiers à Kigali. Donc vous voulez dire que Kagame, c'est l'arbre qui cache la forêt? Le mythe Kagame est en train de s'écrouler et vous allez le voir. Et je vous invite à lire Panique générale à Kigali. Et c'est vrai. C'est un éditorial que vous Un avez... éditorial, signé par moi. Professeur José Adolphe Voto, nous sommes en train de terminer cette émission. Peut-être on va prendre un dernier extrait, parce que c'est un documentaire de plus d'1 heure qui a été séquencé, des assassinats ciblés en Afrique du Sud. On a vu le général Kayumba, qui était un proche de Kagame. Quand on a découvert à lui qu'il avait des ambitions, le régime de Kagame a commencé sa traque, sa poursuite. On lui a envoyé des escadrons de la mort jusqu'en Afrique du Sud. Ils ont attenté à sa vie. Malheureusement, ça n'a pas marché. Professeur José Adolphe Voto, qu'est-ce qu'il faut faire à l'interne? Parce que ce qui nous concerne, ce sont les affaires intérieures de la République démocratique du Congo. Parce que s'il y a la paix en RDC, même les voisins vont vivre en paix. C'est la vocation de la RDC. Et nous avons toujours été un pays pacifique. Les Rwandais savent que ce pays a toujours accueilli les Rwandais. Vincent Karega a étudié au Congo. Combien de Rwandais ont étudié? Moi, j'ai étudié avec des Rwandais au Congo, dans la paix. On vient de les refuser à Bruxelles. L'ambassadeur Karega. Donc, parce qu'il est soupçonné d'être impliqué dans beaucoup d'assassinats. Quand les Rwandais se sont entretués en 1994, ils ont trouvé refuge au Congo. Nous continuons à accueillir les Rwandais, à les entretenir parce que c'est des voisins. On ne les a pas choisis comme voisins. On va vivre éternellement avec les Rwandais. Et c'est ici le cas de dire aux Rwandais qui vont aller voter en mi-juillet qu'ils n'aient pas peur de Kagame. Il y aura un après Kagame. Ils vont continuer à vivre avec les Congolais après Kagame. Alors, il ne faudrait pas... Parce que la question ici, Kagame est tellement subtil qu'il lie la notion du négationnisme à sa personne. Donc, nier le comportement de Kagame, c'est le négationnisme contre le génocide. Non, mais c'est faux.
Il faut départager Kagame du génocide. Nous sommes d'accord qu'il y a un génocide au Rwanda, mais nous décrions le comportement de Kagame. Il faut que les Rwandais comprennent que Kagame va passer. Mais nous continuerons à vivre avec les Congolais comme par le passé. Je voudrais dire aussi au cadre rwandais de ne pas avoir peur de Kagame. Kagame va partir. Ce pays restera au Rwandais. Comment vous allez gérer ce pays après? Il faut penser à ça. C'est la grande question. C'est avec ce discours qui s'est déconstruit, Moïse Moussangana, une déconstruction d'un discours qui a été longtemps gobé par la communauté internationale. Et aujourd'hui, les gens les masques sont tombés, commencent à voir clair. C'est quoi les régimes de Kigali? C'est quoi ces dirigeants? À quoi ressemblent les dirigeants de ces régimes? Je crois que Kagame lui-même... Et nous sommes en train de terminer. Vous allez passer un message peut-être à ceux-là qui nous suivent aussi à Goma, dans la province qui est la plus meurtrie des Afriques de la guerre. Je crois que Kagame lui-même a compris qu'il est en train d'être démystifié. Je les cite. Je crois que c'était devant des parlementaires chez lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Je crois qu'il a fait cette déclaration. Que le président Tshisekedi est en train de manipuler beaucoup de chefs d'État africains, beaucoup d'organismes et consorts. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que le message du Congo commence à passer. Parce que si le président Tshisekedi a la force de manipuler, donc ça veut dire qu'il fait passer son message. Donc Kagame a compris qu'il est en train d'être démystifié. Pour le reste, il appartient aux Congolais. Parce qu'il n'y a personne qui va nous sortir de cette situation, si pas nous-mêmes. Nous devons conjuguer tous les efforts pour qu'on en sorte. Pour nos frères qui sont... Rapidement, dans 30 secondes. Oui, pour nos frères qui sont à Goma, ils sont meurtris par 30 ans de génocide que Kagame est en train de poser dans ce pays. Ils les ont tenus. Je crois qu'ils doivent tenir. Et ils doivent, nous tous, nous devons leur apporter notre solidarité pour qu'ils tiennent davantage. Parce qu'ils ont déjà tenu. Ce n'est pas au bout du chemin, au bout du tunnel, qu'ils vont lâcher. Merci Moïse. Les Gomatraciens sont résilients. Jérôme Sekana. Vous savez, je voudrais d'abord saluer deux de nos compatriotes qui sont artistes. Fally Ipupa. Au lendemain de la visite du président turc ici, Kagame ayant compris qu'il va nous livrer des drones armés, est allé vite profiter d'assister à l'inauguration d'un stade au Sénégal. Et au petit déjeuner, dans le petit déjeuner, on a associé Fally Ipupa. Fally Ipupa l'a salué avec mépris. C'est l'impression que vous avez eue en regardant cette image. C'est clair, ça fait du buzz. Deuxièmement, notre compatriote frère Gims l'appelle Croix Gammée. Mais aujourd'hui, c'est devenu une simple... Vous parlez des maîtres Gims qui vivent à Paris. Gims. Alors, pourquoi j'ai dit ça? Nous devons comprendre que Kagame nous a fait trop de tort. Je visite beaucoup les États-Unis. Je vous dis qu'il y a des milliers de Rwandais qui sont allés comme réfugiés aux États-Unis avec les passeports congolais. Comme des Congolais. Dans toutes les institutions de Bretton Woods, Fonds monétaire, ils se font passer pour des Congolais, mais bien sûr, mais ils ne sont, Fonds ils monétaire, ne sont pas. Banque mondiale. Kagame a placé et sur les quotas de la République. Et ça doit changer. Ça doit changer. Kagame que vous voyez là, il est déterminé à pouvoir nous empêcher d'atteindre notre croissance. Il nous a présentés comme étant des incompétents, comme étant les champions de la malgouvernance, alors que quand vous allez chez lui, il y a des gens... Tous ces qu'on vante là, c'est Kigali. Allez à l'intérieur. Il y a des gens qui ramassent la nourriture dans des poubelles au Rwanda. Merci. Donc, pour terminer, nos amis de Goma nous suivent, des Bukavu, de Uvira. Ce pays de nous appartient. Voilà. Rapidement. Arrêtez d'avoir peur de Kagame. Kagame va passer. Les Rwandais, vous êtes nos frères. Nous avons beaucoup d'amis rwandais, personnellement. J'ai travaillé avec beaucoup d'amis à Washington. J'ai battu le pavé à New York et à Washington.
Vous savez, notre ambassade se trouve à quelques mètres sur New Hampshire, à Washington, D.C. Nous avons battu les pavés, et même à New York. Nous aimons bien vivre avec les Rwandais, mais pas avec le régime rwandais. Mais les Rwandais resteront nos frères. Donc voilà le petit message. Merci Jérôme Sekana. Nous avons battu les pavés ensemble à Washington. Bien sûr. Sur les Kentucky, New Hampshire. Professeur Adolphe Voto, moi, message Moko, c'est une émission en français, bien sûr, mais en lingala. Je sais que vous parlez très bien les lingala, plus que moi d'ailleurs. Pour tous ces Congolais, c'est la langue qui est parlée partout. À Goma, partout, au Nord Kivu, en Ituri, dans toutes les provinces. Moi, je vous invite à une émission en lingala plutôt. Si vous pouvez nous accorder une émission à Lingala, je serai très satisfait. Quand est-ce que nous revenons? Parce que vous allez revenir, Mamie Lela et tout le monde. Ici. Vous aurez le temps. Voilà. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire, je ne pourrais pas le dire. Merci Jérôme Sekana. Mesdames et messieurs, vous avez compris la complexité, voulais-je dire, de la question et la colère qui anime Jérôme Sekana. Merci donc à tous nos invités. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le monde et le pays. La série des émissions continue. Bonne suite des programmes sur votre télévision.